Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Au lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, je reçois une figure incontournable du monde de la beauté et du lifestyle. C'est une véritable pionnière qui a lancé son blog en 2006 et qui est devenue en quelques années la papesse du genre. Près de 130 000 personnes la suivent sur Instagram et autant sur Facebook. Elle y dispense ses conseils de soins, ses coups de cœur mode et ses idées de make-up, mais aussi ses réflexions sur le monde qui l'entoure. Son influence n'est pas passée inaperçue puisqu'elle collabore régulièrement avec les plus grandes marques de cosmétiques dont elle est devenue l'égérie. Elle, vous l'avez reconnue, c'est Fatou Ndiaye. Bonjour Fatou. Bonjour Kia. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous sur BET. Merci. C'est la deuxième fois que tu viens. Oui. Alors pour commencer, ce que je propose, c'est aux gens qui nous regardent, à nos téléspectateurs et téléspectatrices, de te découvrir à travers 5 dates que j'ai choisies et qui ont marqué des étapes importantes de ta vie. D'accord. Tout de suite, Fatou Ndiaye en 5 dates. Alors Fatou, on va commencer par le commencement. D'accord. Tu es née en 1977. Oui. Tu es née dans le 12e arrondissement de Paris. Tout à fait. Et tu as grandi à Épinay-sur-Seine dans le 93. C'est ça, oui. Alors tes parents sont originaires du Nigeria, du Mali et du Sénégal. Papa Mali-Sénégal et maman Nigeria, oui. Voilà. Et ton prénom est Fatou. Et je voudrais qu'on s'arrête dessus parce que c'est un prénom que tu arbores avec une grande fierté. Ouais. Tu t'es d'ailleurs illustré avec un billet que tu avais posté qui s'appelle... Donc le nom de ce billet était « Je m'appelle Fatou ». Ça vous pose un problème. Ouais. Pour quelle raison tu as voulu affirmer ton prénom de cette manière-là? Ben, qu'on le veuille ou non, le prénom, c'est... Pour moi, c'est comme une carte... C'est notre... Enfin, ça fait partie de notre génome, c'est notre identité. Le prénom veut dire beaucoup de choses. On ne nous donne pas un prénom au hasard, ça a une signification. Et je trouvais que mon prénom, dans la bouche des gens, était devenu quelque chose de moche, quelque chose qu'on ne respectait plus. On appelle une Fatou une fille qui ne sait pas se comporter en société, qu'on ne trouve pas élégante, éloquente. C'est un peu la fille banlieusarde qui crie, oui, les termes une fille comme, qui n'a pas les bonnes manières. Ça, les termes comme les Fatou flingués, les Fatou fâchés. Le clan des FF, les niafous, enfin tous ces termes péjoratifs. Et plusieurs fois, quand j'ai rencontré des personnes ou quand je discutais avec des gens, et dès que je disais mon prénom, les gens étaient étonnés. « Ah, mais tu ressembles pas à une Fatou ?» Et je disais « Mais c'est quoi ressembler à une Fatou, en fait ?» Et puis, il y avait eu des polémiques aussi avec mon prénom qui avait été repris par, je ne ferai pas de pub, mais par des chanteurs et des rappeurs pour parler, pour dépeindre la fille africaine. C'est une Fatou, c'est une fille moche, pas belle. Et ça m'avait énervée parce que des millions de Fatou, il y en a partout dans le monde et c'est un beau prénom. Et voilà, j'ai voulu défendre mon prénom parce que pour moi, le prénom aussi fait partie de l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on porte toute sa vie et il ne faut pas en avoir honte. C'est quelque chose qu'on doit porter comme une couronne sur la tête. Voilà, c'était un peu le prénom cliché et que toi, tu as décidé de rendre digne, en fait. Enfin, voilà. Il l'est déjà, mais à qui tu as décidé de restaurer sa dignité. Ouais. Deuxième date que j'ai choisie, c'est 1999. C'est ton premier voyage à New York, si je ne m'abuse. Donc, ça a été un choc pour toi. Ouais. Tu as découvert que les rayons beauté des grandes surfaces proposaient des produits adaptés pour les peaux noires. Qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Est-ce que, à ce moment-là, ça t'a donné des idées? Déjà, New York, c'était le rêve. C'est mon premier vrai voyage où je prends l'avion toute seule. J'avais la vingtaine. C'était vraiment, je pense que c'était vraiment le rêve de beaucoup de personnes. New York, c'est les États-Unis, c'est le rêve américain. Et arrivé là-bas, je me souviens, j'étais partie chez Macy's, qui est l'équivalent du Sephora en France. Et je vois des étals de maquillage, je vois des mannequins noirs, je vois des vendeuses, des make-up artistes noirs. Et puis tout ça mélangé, il n'y avait pas la case maquillage peau ethnique, comme on aime dire en France. C'était le rayon beauté et toutes les femmes y étaient représentées. Et je voyais plein de fonds de teint, plein de choses que j'avais jamais vues en France. Et ça a été un électrochoc pour moi, parce que moi, en tant que Française, je ne me sentais pas représentée par la société dans laquelle je vivais. On était conférés à aller dans les quartiers que l'on connaît, Château Rouge, Château d'Eau, pour trouver du maquillage pour peau noire. Voilà. Paris, Alors que j'arrive aux États-Unis, tout le monde va dans des grands magasins, qu'on soit blanc, noir, asiatique, indien. Toutes les femmes allaient dans le même rayon beauté et je me suis dit waouh. Et ça a été quelque chose qui a beaucoup transformé ma vision de la beauté et qui m'a fait comprendre aussi que être noir, c'était normal et on n'était pas une espèce à part qu'il fallait mettre de côté. Voilà, qu'on n'était pas condamné à la ghettoisation.
Autre date, donc on va faire un bond dans le temps, on va passer à 2007. D'accord. Donc, je l'ai dit, tu es une pionnière, donc 2006-2007. Ouais, 2007. Donc tu crées ton blog My Makeup Bag qui prendra le nom de Black Beauty Bag quelques mois plus tard et qui est dédié aux femmes noires et métissées. Tu dis, je te cite, je fais partie d'une génération de femmes qui ne voyaient pas une noire dans un magazine. Tu parles notamment de tes cheveux que tu as cessé de défriser l'année précédente, en 2006. Voilà, à une époque où c'était pas du tout à la mode. Hein. Non, pas du tout comme en 2019 où on parle du phénomène nappy. Tu as senti que les femmes noires avaient besoin de ce genre de blog. Est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une demande mais pas d'offre? Il y avait une demande et puis c'était les premiers prémices d'Internet. Il n'y avait pas encore Facebook ou quand j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux, c'était en 2003. Il n'y avait pas il y avait pas tous les applications, les réseaux qu'il y a maintenant. C'était des forums. Donc c'était vraiment des forums où il y avait des discussions. Et moi, le forum que j'ai connu, c'était le Beauté d'Afrique en 2003. Et j'ai adoré, je remercie vraiment les créateurs de ces plateformes-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les blogueuses, on a la visibilité, la notoriété et puis on a l'impression un peu qu'on est les pionnières de quelque chose. Mais comme je dis toujours, s'il n'y avait pas eu des prédécesseurs avant nous, peut-être qu'on n'aurait pas eu aussi l'impulsion de pouvoir aller plus loin qu'eux. Ils n'avaient pas les mêmes outils, mais ils avaient cette volonté aussi de montrer quelque chose d'autre. Et ce forum Beauté d'Afrique nous a permis, entre femmes noires, de nous rencontrer, de parler de nos problématiques, que ce soit sur la beauté, la féminité, la maternité, sur les violences intracommunautaires. Toutes ces choses-là qu'on voit aujourd'hui qui ont pignon sur eux sont des choses, sont des sujets qu'on traitait déjà, mais qui n'intéressaient pas les médias. Donc c'est vrai que ça restait dans un microcosme de personnes qui se connaissaient entre elles. Et il y avait beaucoup de demandes. On se disait, où t'achètes ta crème, ou quand il y en avait une qui allait à Londres ou quelque part, tu peux m'acheter ça et je te donne de l'argent, on se donnait rendez-vous à Gare du Nord. C'était vraiment un système, un peu comme nos mamans quand elles faisaient leur petite réunion, tantine et tout, c'était ça. C'était vraiment l'esprit d'entraide entre femmes noires. Et donc tu avais identifié des besoins spécifiques chez les femmes noires, donc les besoins de produits, les besoins peut-être de conseils aussi, c'est des choses que tu avais... C'était surtout les conseils beauté, cheveux, make-up... Et puis, quelque chose dont on ne parlait pas à cette époque-là et qui est très devenu à la mode, c'était l'estime et la confiance en soi, quelque chose qu'on ne nous inculque pas trop dans nos communautés. Et il y avait vraiment cette notion où on avait besoin de se confier les unes aux autres, de voir que on vivait les mêmes choses, les mêmes galères, les mêmes, des choses de femmes. Il y avait une sororité, voilà. Alors, la date suivante, c'est l'année 2013. C'est l'année où tu deviens blogueuse professionnelle. Donc, où vraiment, tu abandonnes ton emploi précédent pour te consacrer à 100% au blogging. Donc, tu vis de ton activité. Tu es considérée comme une influenceuse, mais toi, tu ne te nommes pas de cette manière. C'est un mot que tu n'aimes pas. Pourtant, c'est un terme qu'on entend de plus en plus fréquemment. À partir de quand devient-on une influenceuse et qu'est-ce que ça signifie surtout? Parce que tout le monde s'appelle comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, c'est vrai que j'aime pas ce mot-là parce que j'assiste à des réunions avec des marques et c'est vrai que normalement, ce mot-là, il a toujours existé. C'est pas né à partir des blogueuses. Il y a des influenceurs dans le sport, il y a des influenceurs en politique. Pour moi, dès qu'on a de la voix et que ce qu'on dit est pertinent ou on change quelque chose, un mode de pensée ou voilà, pour moi, on est influenceur. Serena Williams, c'est une influenceuse. Beyoncé, c'est une influenceuse. Oprah Winfrey, c'est une influenceuse. Kylian Mbappé, c'est un influenceur. C'est des gens qui, par le domaine dans lequel ils excellent et parce qu'ils partagent et ce qu'ils disent, ils influencent des gens. Et c'est un terme qui a toujours existé en marketing. Et c'est vrai que pour moi, on peut être blogueur, tout le monde peut être blogueur, tout le monde peut être youtubeur, mais tout le monde ne peut pas être... influenceur, et souvent on confond l'influence avec le nombre de personnes qui nous suivent. C'est pas parce qu'on est suivi par 1 million de personnes qu'on les influence sur quoi que ce soit. Les gens peuvent nous suivre parce qu'ils nous trouvent jolis, parce qu'ils aiment bien notre contenu. Ça veut pas dire qu'on arrive à les influencer sur quelque chose dans leur vie. Et donc voilà, donc pour moi, déjà quand on est un réel influenceur ne dit pas qu'il est influenceur. C'est les gens qui parlent d'elle ou de lui en cette manière-là. D'accord. Voilà. Et ton activité, en fait, précisément, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Alors, c'est arrivé tardivement en France par rapport aux États-Unis ou en Angleterre. Le métier du blogging n'était pas encore très compris en France, parce que c'est vrai que quand... souvent, j'ai dû dire je travaille dans la com pour qu'on ne me pose pas trop de questions, parce que quand je dis que je suis blogueuse, ah, donc tu fais que des photos sur Internet, tu te fais jolie pour poster des photos. Non, ce n'est pas que ça. Je suis créatrice de contenu, c'est ce qu'on dit aussi. Non, le terme créateur de contenu, c'est... Oui, on est un média.
Sauf que c'est vrai qu'on se met, on est un média et en même temps on se brande nous-mêmes. Donc la différence entre un blogueur et un journaliste, c'est ça. Et, euh, et donc voilà, donc je vis de mon métier de blogueuse, de mon blog. Et à côté aussi, il m'arrive de faire du consulting pour des grandes marques. Mais je vis à 100% de mon blog. Voilà. Félicitations. Merci. En 2015, tu participes pour la première fois au Festival de Cannes, Oui. Festival international du film, en tant qu'égérie d'une grande marque de cosmétiques. Quel effet ça t'a fait de monter ces marches mythiques? De monter ces marches-là avec un des plus grands groupes de cosmétiques au monde, ça a été une grande fierté. C'est vrai que j'ai toujours regardé la télé avec ce slogan parce que nous le valons bien, et je m'étais jamais dit qu'un jour je ferais partie des personnes-là qui diraient cette phrase-là à travers un écran de télévision. Oui, parce que tu as été dans un spot de pub de cette marque-là aussi. Ouais. Et c'est une très grande fierté, c'est un honneur. Et c'est vrai qu'au début, on est là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vrai que Cannes, c'est réservé aux gens du cinéma, aux grandes stars, mannequins. Moi, j'ai toujours regardé Cannes à travers Canal+. Et d'y avoir accès, on se dit, waouh! Et ce que j'ai trouvé vraiment très très intéressant et assez frappant, c'est qu'à Cannes, tu ne te départis jamais de ta touche afro, comme par exemple en 2016 où tu portes une coiffure inspirée de tes origines Peul, ou encore l'an dernier où tu as monté les marches avec un boubou absolument magnifique. Total Soniké, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un message derrière cette démarche? Parce que finalement, tu détonnes par rapport à Cannes, qui est quand même assez européo-occidentalo-centré, on va dire. Pour moi, c'est une manière de dire aux femmes noires, au monde occidental, que on peut rester tel qu'on est et continuer à avancer. C'est vrai que souvent on nous a dit que pour intégrer cette société, il fallait calquer leur mode de beauté, leur façon de s'habiller. Et puis quand on grandit, quand on connaît ses origines, d'où on vient, quand on voyage beaucoup, on se rend compte que on a une double culture, on a une grande richesse. Et monter les marches de Cannes habillées en grand boubou soniqué aussi, c'était pour dire à tous ces gens-là qui avaient l'habitude de dire que les femmes africaines ne sont pas élégantes, ou les gens qui aimaient bien de se moquer des femmes maliennes avec leurs grands boubous, leur coiffure, comme si c'était quelque chose de marrant, de folklorique. C'était aussi une façon de leur dire, je peux venir habillée comme j'ai vu mes grands-mères, ma mère, mes tantes habillées, et être aussi élégante que quelqu'un qui va porter une robe d'un grand créateur. En fait, je viens comme je suis, et puis je pense surtout que les gens arrivent à voir quand vous êtes fiers de ce que vous êtes. Vous dégagez quelque chose, une assurance qui va justement qui va les étonner. Et quand on se cache pas de ce qu'on est, quand on s'excuse pas de ce qu'on est, je pense qu'on est plus libre dans ses gestes. Voilà. Et puisqu'on parle de cérémonie, j'ai une dernière petite question avant qu'on passe à ton actualité. Oui. Tu as aussi participé, on était partis ensemble au BET Awards l'année dernière. Oui, c'était génial. À Los Angeles. Donc c'est la cérémonie qui récompense les plus grands artistes afro-américains. Comment tu l'as vécu? Parce que là, c'était vraiment délocalisé. Là, tu étais dans un autre pays. Oui, pareil. Hein. C'est comme Cannes, c'est BET. Et encore, moi, à l'époque, où quand j'ai commencé à connaître ces chaînes-là, il n'y avait pas la télé française et tout ça. Donc, on était obligés d'attendre que des gens enregistrent en VHS pour pouvoir regarder. Puis, à l'époque, il y avait les magazines The Source, des choses comme ça. Et voilà, on regardait ces shows à l'américaine avec les yeux écarquillés. Et c'était fantastique. Et de me retrouver en plein dedans, voir comment ça se passe, voir des stars que j'ai l'habitude de suivre sur Instagram, ou de regarder à travers la télé, j'étais comme une petite fille qui rêvait. Oui, j'ai rêvé éveillée et je l'ai vécu, et c'était un grand honneur pour moi. Franchement, j'étais comme une petite fille. Alors, je ne sais pas si tu me voyais sur le tapis rouge et tout, je voyais il y a tel et tout. Mais c'était une belle expérience, et vraiment, ce que je voyais à la télé, c'est ce que j'ai vraiment vécu, le show à l'américaine. Voilà. Merci Fatou, on va passer tout de suite à ton actualité. Alors, ce qui est génial avec toi, Fatou, c'est que tu dispenses régulièrement des conseils beauté ou des conseils mode, mais qu'en suivant tes stories, notamment sur Instagram, on peut te voir régulièrement philosopher sur différents aspects de la vie. Tu as 41 ans. Oui. Tu as eu, donc tu les fais pas, hein, mais je pense qu'on te le dit tous les jours. Tout le temps, ouais. Quand tu as eu 40 ans, en septembre 2017, tu as choisi d'exposer sur les réseaux sociaux
tout ce qu'il y a de positif que tu associes à ton âge. Pourquoi tu as décidé de faire cette déclaration? Parce que c'est un peu à contre-courant de ce qu'on entend habituellement sur les femmes de 40 ans. Ouais, ça m'a vraiment tenu à cœur parce que ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, les réflexions sur mon âge, ça vient pas des hommes. C'est souvent des jeunes femmes qui ont la vingtaine, trentaine, qui vont me dire ah, t'as 40 ans, ah, tu fais pas ton âge. Alors, euh, les gens pensent que c'est des compliments. Et d'ailleurs, j'étais en train d'écrire un article dessus que j'ai pas terminé. Je pense que c'est un compliment, mais pour moi, c'est pas un compliment quand on me dit bah, t'es bien conservé pour ton âge ou ah, t'as 40 ans. Bah dis donc, c'est bien. Et je me dis, mais c'est des femmes qui vont avoir cet âge-là Enfin, je leur souhaite quand même, on souhaite tous vieillir, même mourir de vieillesse. Mais je me dis, quand elles vont atteindre cet âge-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont pas se suicider, elles vont pas arrêter de vivre. Et je me dis, mais quelle idée ont les femmes de, de l'âge qui grimpe? C'est vrai qu'on a beaucoup éduqué les filles à avoir peur de vieillir. Un homme, quand il a 40 ans, 50 ans, on trouve qu'il est énigmatique, charismatique, que de prendre de l'âge, ça lui donne de l'expérience de la vie, ça le rend encore plus beau. Mais une femme, elle doit plus être dans le marché, faut qu'elle reste à la maison, à regarder les soap-opéras, faire le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Elle ne doit plus être coquette, elle ne doit plus faire attention à elle. Et je trouve qu'il y a l'image encore, cette image de la femme de 40 ans qui, à partir de 40 ans, en fait, elle ne doit plus exister. C'est la femme qui a tout fait. J'ai l'impression que les femmes pensent qu'on doit tout faire avant 40 ans et quand on a 40 ans, ben, en fait, on n'existe plus. Alors que moi, j'ai vu à mes différents stades de vie, j'ai pas eu les mêmes expériences et surtout, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à plus m'aimer, à vraiment avoir plus confiance en moi avec l'âge. Et je me suis rendu compte que la société nous avait menti. À 20 ans, oui, on est sexy, on est belle, mais on ne connaît pas sa féminité, on ne connaît pas encore sa sexualité, on connaît pas encore... on apprend à se connaître. 25, 30 ans, on devient femme, on commence à avoir, on a des expériences de vie. Et puis 40 ans, 50 ans, je pense que là, c'est vraiment un âge où on sait ce qu'on vaut, ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on n'aime pas. Et qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, qu'on plaise ou pas, c'est pas notre problème. J'aime toujours dire aux gens, votre meilleur ami, ça doit être vous. Si vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même, n'attendez pas à ce que les gens vous donnent cet amour-là. Parce que si vous ne vous aimez pas, les gens non plus ne pourront pas vous aimer. Il ne faut pas tout le temps attendre après les gens. Et la quarantaine, moi, je trouve que c'est un super bel âge parce qu'on s'en fout du qu'on dira-t-on. On ne cherche pas à plaire, on cherche à vivre. On est épanoui et on veut vivre, en fait, parce qu'on sait justement que la vie, elle est éphémère et qu'on doit se célébrer chaque jour que l'on vit est une bénédiction. Alors c'est pour ça que je dis aux filles qu'il faut embrasser sa féminité. Vieillir, c'est pas un sacerdoce. Tant qu'on peut faire ce qu'on veut, il faut remercier la vie, l'univers, je sais pas. Mais pour moi, 40 ans, c'est vraiment... c'est la liberté, c'est la liberté dans tous les sens. Et tu les portes très bien. Merci beaucoup. Alors, je voudrais te montrer 3 femmes qui t'inspirent et que tu me dises pourquoi, rapidement. D'accord. Alors, la première, tu la reconnais, c'est Solange. Solange, ouais. Alors Solange, je l'aime beaucoup parce que justement, elle est irrévérencieuse. On voit que c'est une fille qui fait ce qu'elle a envie de faire et elle n'attend pas la validation des gens. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'à travers ce qu'elle fait, il y a toujours un message derrière. Et pour moi, c'est quelqu'un qui représente vraiment ce que les Américains aiment bien dire, le black excellence. Voilà. Une deuxième femme, Sonia Rolland. Sonia Rolland, ouais, c'est une copine, est devenue une copine. C'est une femme que j'aime beaucoup. Quand elle avait été élue Miss France, j'ai pleuré, je me souviens. C'était vraiment nouveau de voir une femme noire élue en France. Ouais. Et ce que j'aime avec elle, c'est que c'est une femme très intelligente, altruiste. Elle sait de quoi elle parle et j'adore son combat pour l'Afrique et ce qu'elle fait aussi au Rwanda. Et j'ai trouvé que c'est une femme qui est arrivée à un moment où on n'avait pas beaucoup de modèles d'inspiration française, de réussite. Et elle incarne cette réussite à la française et je l'aime beaucoup. Et une troisième femme qui est ancrée, elle, sur le continent, il s'agit d'Ina Modja. Oui, Ina. Que tu connais aussi. C'est marrant, j'étais en train de parler avec elle hier sur Instagram. Alors, Ina, je l'aime beaucoup déjà parce que c'est une malienne. Et c'est vrai qu'on a encore cette image des femmes maliennes, pas libres, pas émancipées.
Et Ina, elle montre le contraire de ça. Et j'ai beaucoup aimé son combat aussi pour l'excision. Elle a Parce qu'elle est beaucoup fait pour... ambassadrice oui, elle est auprès de l'ONU ambassadrice, Femmes. voilà. Elle fait beaucoup de choses en Afrique. J'adore l'image qu'elle a, son côté girly, Frenchy. Tout comme Sonia Rolland, ce sont des femmes qui montrent que on peut être noire, on peut être française et magnifier cette double culture. Voilà. Et justement, je vais rebondir rapidement sur ça, mais sur la question de l'excision, tu parlais tout à l'heure de violences intracommunautaires. C'est vrai que c'est un sujet qui est délicat à aborder parce qu'il est à la fois instrumentalisé par des gens qui veulent faire passer les cultures africaines pour des cultures particulièrement oppressives, et en même temps, il y a énormément de femmes qui sont victimes de cela, et ça, c'est quelque chose que tu essayes d'aborder en disant qu'on ne doit pas non plus se voiler la face en tant que personne afrodescendante sur des pratiques qui sont inacceptables. Ouais. Donc comment tu te positionnes, toi, là-dessus? Bah moi, l'excision, j'en ai parlé sur le Forum Beauté d'Afrique en 2003 ou 2004, je me souviens. J'avais même parlé du docteur Foldes, qui réparait les clitoris et tout ça. Et je me souviens, j'avais été attaquée, menacée par des hommes qui faisaient partie du forum. Et je me souviens, même quand je sortais du boulot à l'époque, j'avais peur. Je disais au père de mon fils qui vienne me chercher parce que j'avais peur. Et à un moment, je me suis dit, mais on est là en train de dire que oui, les gens parlent pour nous, essayent de nous faire passer pour des sauvages. Mais à un moment donné, si nous-mêmes, on ne devient pas acteurs de ce qui se passe dans nos communautés et qu'on ne parle pas nous-mêmes de nos violences intracommunautaires, il ne faut pas qu'on en veuille aux gens extérieurs de parler de ces problématiques-là. Et souvent, que ce soit des problèmes de violence, des problèmes d'excision, des problèmes même d'éducation, des femmes battues, de misogynie, de toutes ces choses-là, on avait trop tendance à dire non, il ne faut pas en parler, ou alors à dire que chez les Blancs aussi il y a. Oui, chez les Blancs il y a, mais les Blancs ils en parlent à travers des émissions, à travers des livres, à travers des débats. Et nous, c'était toujours, il ne faut pas en parler, non, ça n'existe pas. Mais si, ça existe. Aujourd'hui, on le voit sur les forums, on le voit sur Twitter, on le voit même à travers des associations comme le GAMS, ou même comme à travers le podcast de Axel, Mima Sex and I. Les femmes noires ont besoin de parler de tout ce qui est sexualité et tout ce qui est problème de violence. Il faut qu'on en parle, en fait. Il faut libérer la parole. Je pense que lorsqu'on arrive à mettre des mots sur ce qui ne va pas dans nos communautés, c'est une manière d'avancer et on aide les gens justement qui vivent ces violences à pouvoir s'exprimer. Parce que ne pas en parler ou alors dire que ça n'existe pas, c'est se voiler la face. Et c'est invisibiliser aussi les femmes qui en souffrent. Ouais. Voilà, ce qui ne t'empêche pas par ailleurs de toujours non. avoir ce positionnement qui est exposé en fait la complexité féminine noire, donc oui, dans toute sa... c'est important. Ouais. Eh ben merci, il y a énormément de choses à dire, je pense qu'on pourrait passer une autre demi-heure sur ça. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, donc je vais te soumettre un questionnaire auquel toutes les personnes qui passent par ce fauteuil sont exposées. Tout de suite, c'est le questionnaire pivot. Let's go. Alors Fatou, tu écris sur ton blog depuis plus d'une décennie. Ouais. Cet exercice est donc tout désigné pour toi. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, le présentateur phare qui a animé entre les années 70 et 2000 l'émission Apostrophe où se bousculait l'élite culturelle française et d'ailleurs internationale. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique puisque d'immenses acteurs comme Robert De Niro ou Al Pacino s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prête, Fatou ? Let's go. Alors Fatou, quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré, elle est sérieuse celle-là. J'adore dire ça, tout le temps. Même ma sœur, elle me dit Fatou, mais tu dis tout le temps ça. C'est devenu un top. Un gimmick. Ouais. Quel est le mot que tu détestes ? Les blacks. Ah ouais. Ouais. Au lieu de dire les noirs. Au lieu de dire les noirs, ouais. Quand on dit les blacks, les on blacks. est d'accord. Ouais. Ouais. Quel est ton plat préféré, Fatou ? Oh là là, j'en ai 3. Je vais dire le yassa. Le yassa. Donc le yassa qui est du riz avec une sauce aux oignons. Ouais. Et au poulet, c'est ça que tu Au poulet. Oui. Yassa poulet. Quel est le son, le bruit que tu aimes ? Quand je vais dans le sud de la France, tu sais, quand tu te réveilles le matin, les criquets, voilà. Ah ouais. C'est reposant. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais. J'adore. On me dit les cigales à l'oreillette. C'est les cigales ? Oups. On a dit les criquets. Cigales, oui. Quel est le son, le bruit que tu détestes ? À New York, les sirènes de pompiers. D'accord. Je trouve qu'il y en a trop. En fait, c'est strident. C'est strident, ouais. Je déteste. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori ? Je peux le dire ? Ouais. Fuck.
Oui, tu peux. C'est l'espace où tu as l'autorisation de dire des gros mots. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Mahershala Ali. Mahershala Ali, oui. l'acteur qui a été doublement oscarisé, Ouais. qu'on a vu dans Moonlight et dernièrement dans The Green Book. Très bon choix. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Tout ce qui est aux femmes de ménage, vraiment, c'est un métier qui a usé nos mamans. Et je me rends compte qu'elles n'ont jamais été respectées. Et on en profite pour saluer les femmes de ménage Ouais, qui sont moi, mobilisées ouais. place Vendôme Rien que d'en dernièrement, parler, ouais, qui étaient essentiellement... C'est vraiment des soldats. Hein. Ouais. qui sont pas assez reconnues. Ouais. Merci pour elles. Ouais. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Si je pouvais me réincarner en quelque chose, ce serait un baobab. Je voue une passion pour cet arbre. C'est un arbre qui est fort, ça représente la force de l'Afrique. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Bah, c'est très bien expliqué. Merci. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? La question que j'aurais envie de lui poser, c'est pourquoi est-ce que c'est une leçon qu'il a voulu donner à l'humanité? Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre à travers toutes les épreuves que les êtres humains vivent dans ce monde? Merci beaucoup, Fatou, pour ces paroles de cette sagesse. invitation. Merci. Pour terminer, j'ai envie de te citer. J'aime beaucoup ce que tu dis sur la manière de se tenir dans le monde et de se sentir belle dans sa peau. Tu dis, quand on se sent belle et qu'on est bien dans sa peau, on se sent invincible. Ouais. Et je trouve que ça te va bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci pour cette émission. Merci pour l'invitation. Merci, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci. J'espère à bientôt. Oui, à très bientôt. BET Talk, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!